Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Ce qui comporte échange et adjonction de territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Mais pourquoi on doit admettre qu'une telle prévision puisse demeurer dans notre constitution? Et les jours où nous serons en face d'une génération de souverains primaires un peu distraits. Et quelle est l'interprétation que vous donnez justement à cette disposition? Cette disposition signifie tout simplement qu'il se peut qu'une classe ou une catégorie d'hommes congolais se mettent ensemble avec une autre sur le plan international pour trouver un accord international allant dans le sens de céder par exemple Minembwe à un autre groupe de personnes qui n'ont rien à voir avec les nationaux. On parle des jonctions des territoires, il s'agit juste de modification des espaces tels que découper des territoires. On ne parle pas ici d'une association avec les étrangers. Faisons une attention. Cette disposition-là veut dire que si le Congo veut signer des traités avec les autres, si le Congo veut signer des accords avec les autres, si quelqu'un, le politique, veut décider d'élargir, je prends l'exemple avec le découpage territorial. Si vous voulez ici joindre par exemple deux territoires, il faut que cela passe nécessairement par le Parlement. Une question. Mais apparemment, Joyce Mukengesha n'est pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Je vais poursuivre ou renchérir ma pensée. In fine de cet article 214, voilà ce qui est dit, parce qu'on nous parle ici, qu'on ne parle pas de territoire. On parle de territoire, mais pas de scission. Voilà. On parle de cession également. Écoutez, c'est une prévision. Voilà, je continue de lire. In fine de cet article, voilà ce qui est dit. Ni cession, virgule, ni l'échange, virgule, ni l'adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Vous voyez, les problèmes se trouvent au niveau de l'existence de cette prévision dans la Constitution. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce magazine Question d'actualité. Faut-il réviser la Constitution du 18 février 2006 ou carrément la changer? Ça fait débat dans les milieux politiques et dans plusieurs couches sociales de la population. Que pensent les analystes? Est-ce opportun? Est-ce que c'est le moment indiqué pour réviser ou changer cette Constitution? Quelles sont les faiblesses qui sont justement reprochées à la Constitution du 18 février 2006 qui continue à régenter l'action du gouvernement depuis quelques années? C'est autour de ces faisceaux de questions que nous allons donc échanger avec nous sur ce plateau. Gardi Diana, il est analyste politique et économique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et juste à sa gauche, j'ai associé à cette réflexion Maître Joyce Mukengesha. Il est opérateur politique et en même temps consultant en droit. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup et bonsoir à tous ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Maître Joyce Mukengesha, je commence par vous. La question ça fait débat en République démocratique du Congo. Au mois d'octobre dernier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à partir de Kisangani, cette ville qui avait accueilli en son temps une bonne partie des travaux pour l'élaboration de la Constitution de 2006. C'est cette même ville qui reçoit Félix Antoine Tshisekedi pour annoncer la révision de la Constitution. Est-ce que c'est opportun selon vous? Merci de votre question, monsieur le journaliste. Je pense que, à mon humble avis, le président de la République n'a fait valoir que son pouvoir constitutionnel tel que le garantit également en vertu de l'article 218 de la même Constitution en évoquant la question liée à la révision constitutionnelle. Vous savez, cet article-là classe le président de la République parmi les personnes qui peuvent prendre l'initiative de cette révision constitutionnelle. Alors, trouver le président de la République dire cela vis-à-vis des souverains primaires, c'est-à-dire le peuple congolais réuni à Kisangani, le président de la République n'avait pas péché. Et parlant de l'opportunité ou de l'inopportunité, je crois que c'est bien lui, les garants de la nation, du bon fonctionnement des institutions, qui sait à quel moment il faut évoquer l'aspect lié à l'opportunité, parce que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui va rendre compte après son mandat.
auprès du souverain primaire. Et lorsqu'il estime que pour des questions, par exemple, relatives à la sécurité de notre pays, il y a des situations qui énervent, en l'occurrence, lorsque certains nous réclament des terres. Voyez-vous, c'est-à-dire vous allez conclure des accords, des traités internationaux pour faire un échange, soit ce qu'on appelle la jonction des territoires. Voyez-vous, nous allons revenir, Joyce Mkengeshai, si nous sommes déjà dans les vifs. Voilà. Gardi Diana, est-ce que c'est le moment? Le moment est-il indiqué? Le moment est indiqué pour réviser la Constitution ou la changer? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Bon, en fait, si vous regardez le contexte congolais, on se posera toujours la question de savoir quel est le bon moment pour pouvoir revoir certaines dispositions. Je pense que si vous me posez la question et que si je devrais moi réfléchir sur la possibilité d'échanger la Constitution, surtout pour des faits de gestion, je pense qu'au sortir du conflit ou de la cohabitation très difficile entre le FCC et Cash, c'était une opportunité pour faire voir aux gens que certaines dispositions et l'organisation constitutionnelle de la RDC n'est pas en phase avec la culture politique congolaise. Vous voulez parler de quelles dispositions? Non, je ne parle pas de disposition, je parle de l'esprit. Quand aujourd'hui, le chef de l'État a passé presque 2-3 ans sans pour autant mettre en place des politiques de gouvernance parce qu'il avait en face deux alliés qui ne parlaient pas le même langage que lui. C'est presque la situation similaire de la France. Et des alliés qui étaient protégés par la Constitution. Exactement, parce que notre Constitution fait élire un chef de l'État sur base d'un programme au suffrage universel direct. Cependant, la politique de gouvernement est dirigée par l'émanation d'une majorité qui semble être une mosaïque ou à la limite peut se retrouver entre les mains de l'opposition. C'était le contexte lors de son élection en 2018. Et aujourd'hui, je pense que pour moi, ça aurait été une occasion de pouvoir voir un peu les mécanismes d'organisation interne. Mais qu'à cela ne tienne, le temps est passé. L'une des plus grandes difficultés, Skarbal, c'est que on a réussi à faire comprendre aux Congolais que la question du changement, de la révision de la Constitution est une question taboue. Et ça, malheureusement, l'UDPS n'est pas exempte de ça. Ça dit depuis l'autre fois, c'est que quand on parle de changement de Constitution, il y a toujours ces prismes-là assez négatifs. On dit, si on veut changer, on prête des intentions. Pourtant, si on reste que sur cette Constitution, vous verrez que jusqu'à preuve du contraire, à moins que quelqu'un me contredise, je ne vois pas ici une disposition qui permet de faire évoluer les mandats. Joyce Mkengeshai, Maître Joyce, qu'est-ce qui est reproché en termes de faiblesse à la Constitution du 18 février 2006 en deux mots? C'est là que j'étais déjà en train de vous dire. Je parlais de l'article 214 de la Constitution qui vous dit par exemple les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, voilà où il y a un problème maintenant. Ce qui comporte échange et adjonction de territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Mais pourquoi on doit admettre qu'une telle prévision puisse demeurer dans notre Constitution? Et les jours où nous serons en face d'une génération de souverains primaires un peu distraits. Et quelle est l'interprétation que vous donnez justement à cette disposition? Cette disposition signifie tout simplement qu'il se peut qu'une classe ou une catégorie d'hommes congolais se mettent ensemble avec une autre sur le plan international pour trouver un accord international allant dans le sens de céder par exemple Minembwe à un autre groupe de personnes qui n'ont rien à voir avec les nationaux. Vous voyez? Alors, partant, nous allons risquer de perdre tous les territoires. Parce que lorsqu'on aborde même la question liée à la souveraineté telle que prévue dans l'article 217 de la Constitution, mais quand on parle de la souveraineté ici, nous faisons allusion à quoi? Nous voyons également nos terres, le territoire. Nous voyons nos populations. Et nous voyons également les institutions en termes de texte. Voyez-vous, parce que quand on parle de la souveraineté, j'ai pu entendre certains juristes également réagir à ces propos. Ils évoquent les hypothèses liées par exemple au contrat que nous avons signé avec, dans le contexte commercial, c'est-à-dire le droit au WADA. Oui, mais c'est toujours dans le cadre de notre souveraineté. Nous ne reprochons rien par rapport à cela. Mais au moins ici, la question qui nous fâche, c'est la question sécuritaire et de l'intégrité territoriale. Nous devons à tout prix
nous devons à tout prix, monsieur le journaliste, veiller à ce que dans notre constitution, qu'il ne puisse jamais avoir des possibilités de changer ou d'adjoindre une portion de terre aux étrangers. Mais Maître Joyce Moukengesha, et ce n'est pas une question d'interprétation, parce que les mêmes dispositions, les mêmes articles, si vous lisez par exemple la Constitution de Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains, ces articles se trouvent dedans, ça ne pose pas de problème. Pourquoi seulement aujourd'hui en RDC? Nous n'avons pas la même culture avec nos voisins ivoiriens. Et nous ne sommes pas non plus la Côte d'Ivoire, nous sommes la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas les mêmes réalités. De la même manière, nous sommes convoités par tous ces voyous. La Côte d'Ivoire n'est pas convoitée de la même manière que nous, monsieur le journaliste. Alors, nous ne pouvons pas prendre des exemples parce que nous en avons besoin. Ici, le problème, c'est que nous avons intérêt à préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, telle qu'héritée depuis les années 60. Voyez-vous, la constitution que vous voyez, par exemple, nous, dans le secteur de la justice, il se pose aussi un problème. Si vous lisez également l'article, je crois bien 150 de la Constitution, vous allez vous en rendre compte. C'est pourquoi même lors des États généraux, les assises qui ont eu lieu avec l'impulsion du ministre d'État Constant Moutamba, nous avons suggéré qu'il puisse avoir un changement de cette disposition au profit d'un haut conseil de justice qui devra remplacer les conseils supérieurs de la magistrature. Bon, ça, c'est une disposition de la Constitution. C'est un autre débat. Je sais que ça... Les autres sont en train de s'en servir pour dire que nous voulons toucher l'article 220 de la Constitution qui protège l'indépendance de la justice. Au niveau des États généraux de la justice qui ont été organisés ici à Kinshasa. Gardi Diana, vous êtes analyste politique. Pourquoi cette disposition qui a existé depuis des années? J'ai fait allusion ici à l'article 214 que Joyce a lu tout à l'heure. Il y a aussi l'article 217 qui dit que la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Comment vous interprétez cette façon de voir les choses? Merci. Je crois que je ne veux pas rentrer dans les considérations juridiques, mais je crois que l'article 214 n'est que la porte de jonction entre la RDC et les autres communautés. Mais dans son volet, dans la partie B où on parle des jonctions des territoires, il s'agit juste de modification des espaces tels que découper des territoires. On ne parle pas ici d'une association avec les étrangers. Faisons une attention. Cette disposition-là veut dire que si le Congo veut signer des traités avec les autres, si le Congo veut signer des accords avec les autres, si quelqu'un, le politique, veut décider d'élargir, je prends un exemple avec le découpage territorial. Si vous voulez ici joindre par exemple deux territoires, il faut que cela passe nécessairement par le Parlement. C'est une sécurité, ça n'a rien à voir avec la question de scission des terres. Par contre, l'article 217, dans le contexte congolais, peut être dangereux. Quoique, il y a un élément essentiel là-bas, l'abandon est partiel de souveraineté. Mais cette disposition existe dans beaucoup de constitutions, surtout des États signataires du traité de Rome. Pourquoi? C'est l'arc-boutant de la souveraineté qu'on accorde aux consulats et aux ambassades. Ce qui fait de ces espaces des espaces souverains où même certaines dispositions sécuritaires ne s'appliquent pas. C'est-à-dire c'est sous forme des États vassals. C'est là où je précise, dans le contexte congolais, avec surtout cette forme de juridisme qu'il y a chez les Congolais, ça peut prêter à confusion et ça peut être un article dangereux. Je le dis souvent, tenant compte de la culture politique. Mais en réalité, l'article 214 n'a rien à voir qu'une question. Mais apparemment, Joyce Moukengesha n'est pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Je vais poursuivre ou renchérir ma pensée. In fine de cet article 214, voilà ce qui est dit, parce qu'on nous parle ici, qu'on ne parle pas des territoires. On parle de territoire, mais pas de scission. On parle de cession également. Écoutez, c'est une prévision. Voilà, je continue de lire. In fine de cet article, voilà ce qui est dit. Ni cession, virgule, ni l'échange, virgule, ni l'adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Vous voyez, les problèmes se trouvent au niveau de l'existence de cette prévision dans la Constitution. Pourquoi prévoir une telle disposition qui risque d'ouvrir une brèche lorsque nous serons en face d'une génération faible qu'on peut facilement influencer? On vous fait passer au référendum. Vous savez, en 2005, ceux qui ont eu la chance d'aller au référendum n'avaient même pas l'idée sur les textes pour lesquels ils sont allés voter au référendum. Et ce sont les mêmes textes qui viennent peut-être pour nous aveugler.
Moi, je suis en train de penser avec précaution et prudence qu'il se pourrait que demain, nous soyons en face d'une génération fragile, manipulée. Joyce Mukengeshaï, moi je voudrais savoir, vous êtes pour la révision de la Constitution ou carrément les changements? Je suis ici dans l'hypothèse d'affirmer que la révision constitutionnelle est régulière d'après l'esprit du Constituant de 2006. D'ailleurs, cette révision ne sera pas la première. La Constitution que nous avons a déjà été révisée. Mais il y a des articles qui sont intangibles, il y a des articles voilà, c'est ça la nuance. Comme l'article 220. L'article 220 c'est ça la nuance qui parle de la forme républicaine de l'État, qui parle du suffrage, qui parle du mandat du président de la République, de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a des articles qui sont intouchables, qui sont verrouillés. La prévision relative au verrou ne signifie pas qu'il n'y a pas lieu que cette Constitution soit révisable. C'est un. Et de deux, pour pallier à cette situation, vous savez, on ne gère pas l'État que par les textes. Il y a plusieurs autres sources qui peuvent permettre qu'un État soit géré. Parce que ce qui est important, c'est la survie même de l'État et c'est le bien-être de la population qui ont besoin d'une bonne gestion, d'une gestion orthodoxe en vue de sa coexistence pacifique. Ici, le professeur Bouchab, à son temps, n'avait-il donc pas publié un livre intitulé Entre la révision de la Constitution ou l'inanition de la Constitution? Vous savez ce que cela voudrait dire? Qu'est-ce que l'inanition de la nation a à voir avec l'intangibilité prévue par l'article 220 de la Constitution? Si nous estimons que le pays risque trop, mais aujourd'hui, Bouchab... Nous avons laissé cet article... Ça devient une référence parce qu'en son temps, Bouchab, je me rappelle, quand il avait proposé au niveau du Parlement la révision constitutionnelle, ça avait créé un grand tollé. Il y a eu même des troubles ici à Kinshasa. Voilà, je vais prendre Gardi Diana, vous êtes analyste politique. Avant, justement, peut-être que vous ne puissiez réagir. Nous allons prendre un extrait du discours du chef de l'État lors de son meeting devant une foule immense qui s'est amassée à la place Moïse Tchombe, à la place de la Poste à Lubumbashi. Le chef de l'État a dit qu'il est le garant de la nation. D'ailleurs, c'est la Constitution qui prévoit cette disposition à son article 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, à l'une des deux chambres du Parlement, ou encore à une fraction de la population, concurremment à 100 000 personnes qui s'expriment par la voie de pétition. Gardi Diana, la question qui se pose avec acuité en RDC, est-ce que c'est un problème de changement ou de révision de la Constitution, ou bien c'est un problème de gouvernance? C'est vrai que cette question peut sembler très complexe, mais on va poser le jalon. Je crois qu'au regard du discours du chef de l'État, de manière directe et simple, il faut dire aux gens que chaque Congolais, chaque acteur politique sait que dans son fort intérieur, cette constitution mérite d'être modifiée ou il y a des dispositions qui méritent d'être améliorées. Et ça, c'est une certitude de fait. Je pense qu'il n'y a pas que moi. Si vous me posez la question, ça devient une question personnelle. Mais cette constitution prévoit des mécanismes de révision. Et je l'ai toujours dit que la constitution de la RDC est un mimétisme de la constitution de la France de 2008. Et qu'aujourd'hui, avec le contexte, avec les enjeux, je vous donne un exemple. On est allé vite en besogne parce qu'on voulait aller dans les marches démocratiques, mais aujourd'hui, savez-vous qu'aucune disposition administrative n'a été prise pour permettre aux conseils municipaux de faire leur travail. Ils n'ont ni bureau ni salle. Où commencer? Rien n'est prévu dans la Constitution? Non, pas seulement la Constitution. Pas seulement la Constitution. La Constitution encadre le chose, mais après, il n'y a aucune loi organique qui fixe le contexte administratif pour le fonctionnement de ces derniers. La preuve, ils sont aujourd'hui abandonnés, même pas pris en compte dans le budget. Il y a deux choses qu'on a fait précipitamment. Deuxième exemple qui a des incidences d'ordre économique. On est allé dans les découpages et la décentralisation, dans l'idée de pouvoir favoriser le développement. Mais on est resté simplement dans le découpage. Aujourd'hui, la République semble connaître beaucoup de difficultés dans l'organisation de provinces. Il y a lieu de réfléchir sur comment donner plus de vent au pouvoir provincial. Question de faire valoir les questions de développement que des considérations d'ordre politique dans des guerres entre assemblées et autres. Je veux revenir, il y a autant d'éléments qui nous prouvent à suffisance que cette constitution mérite d'être bonifiée. Maintenant, est-ce qu'il faut changement ou révision? L'un des plus grands sujets à débat autour de cette question, c'est le regard et la méfiance politique. Parce que quand tu parles à un opposant du changement de la Constitution, ça veut dire c'est ramener l'ordre constitutionnel à zéro.
Ce qui fait que la question de la limitation de mandat s'arrête. Et en même temps, prolonger les mandats de... Exactement. La question de la limitation de mandat s'arrête parce qu'on rentre dans une nouvelle république. Et les verrous avec de une nouvelle 220 constitution. Va sauter. Un changement peut faire sauter ces verrous ou on peut décider de le maintenir. Mais à la fin, c'est l'ordre constitutionnel qui reprend à zéro. Et ça, un politique de l'opposition n'entendra pas. Quand vous parlez de la révision, ce que moi je conseille généralement aujourd'hui, la meilleure de communication, la meilleure des choses à faire, c'est qu'il faudra qu'on aille point par point, avec des arguments et des propositions solides sur pourquoi on veut réviser la Constitution. C'est un peu à l'image de ce que la mère Thérèse a dit. Si vous me demandez, moi, de marcher contre la guerre, je ne viens pas. Mais si vous me demandez de marcher pour la paix, je vais être là. Parlons de ce qu'il faut corriger. Oui. Quand on reste sur... Rapidement, parce qu'on est en train de... Quand on reste sur exactement ce qu'il ne faut pas faire, quand on reste dans les critiques, ça ne fait pas avancer les débats. Apportons des arguments, point par point, il faut changer ça, voilà la proposition. On verrait que c'est plus facile de faire adhérer la population que de rester dans les critiques. Merci Gardi Diana, vous êtes analyste politique. Nous allons prendre cet extrait de l'adresse du chef de l'État lors de son meeting dernièrement à Lubumbashi, avant bien sûr d'aller inaugurer l'usine de Kiko dans la ville minière de Kipushi, l'usine qui va désormais produire du zinc. Et nous allons retrouver après. Oui, je vous ai dit que nous allons parler de la révision ou du changement de la Constitution. Avant cela, permettez-moi de dénoncer la manipulation et le danger de certains discours qui sont même prononcés par des personnes qui normalement devraient être au milieu du village. Je suis très inquiet quand j'entends des ministres de Dieu sortir des énormités pour dire que les Congolaises et les Congolais n'ont pas le droit de réfléchir sur le bien fondé de leur constitution. Quel est ce peuple qui n'a pas le droit de se remettre à un moment donné de sa vie en question et de redéfinir ses orientations? Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Mes chers compatriotes, je viens de clôturer aujourd'hui même à Kinshasa les états généraux de la justice congolaise. Et vous savez combien je me suis plaint depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays de l'état de notre justice. Et les conférenciers, il y en avait eu plus de 5000, dans leur résolution, ont proposé de réviser 2 articles de notre Constitution. Alors, maintenant, à entendre tous ces sachants ne sachant, donc ça voudrait dire que nous ne devons pas réfléchir sur ces articles et donc améliorer notre justice parce que selon eux, les Congolais vont se fâcher et ils vont faire des émeutes ici. Est-ce que vous comprenez ça? C'est même une insulte à l'endroit de notre peuple. C'est une insulte à l'endroit de l'intelligence et de la sagesse de notre peuple. Demander aux Congolais de ne pas revoir leur constitution alors qu'il y a un fameux article, le 217, qui consacre carrément la vente de notre
souveraineté à des États africains, nous n'avons pas le droit de revoir ça. Est-ce que vous entendez ça? Et il y a des hommes de Dieu qui ont osé prendre la parole pour défendre cette ignominie. Mes chers amis, je vous ai dit que le pays est en danger. Le pays est en danger et je crois que je suis l'un des Congolais les mieux placés pour comprendre cela. Tout ce qui a été fait contre notre pays n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 2002 ou 2003 à Sun City en Afrique du Sud, à la fin du fameux dialogue intercongolais. C'est là qu'on a apporté cette fameuse constitution, un lambeau de constitution qui allait ensuite être développé pour faire croire que c'est une constitution qui a été conçue par les Congolais. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Merci Patrick Kachala qui est à la réalisation. L'Église catholique, par les biais des évêques, n'est pas partie prenante pour la révision et même les changements de la Constitution. Elle estime que c'est une pente très dangereuse. Joyce Mukengeshai. Oh, c'est ça d'ailleurs les effets de la démocratie. Je pense qu'on ne peut pas les en vouloir. Ils sont également dans l'obligation ou dans le droit d'opiner en ce qui concerne des questions politiques ou des questions relatives à la gestion de la chose publique. Mais car cela les tienne, ils n'ont pas une position, une opposition absolue. En fait, ce n'est pas une opposition qui est opposable à tous, à laquelle nous tous nous devons nous conformer. Parce que je vous ai déjà fait entendre qu'en vertu de l'article 218 de la Constitution, le chef de l'État qui nous gère a la possibilité de prendre une telle initiative et nous attendons à la fin de son mandat pour lui poser la question. Vous nous avez demandé la révision de la Constitution, nous avons révisé la Constitution et tout ce que vous nous avez présenté lors de votre candidature, aujourd'hui vous avez plus de 5 ans, qu'est-ce que vous nous avez donné en termes de réalisation? Donc moi je pense qu'en tant que citoyen congolais, je ne peux pas empêcher nos évêques d'opiner, ils peuvent le faire. Je suis dans cette logique-là. D'ailleurs, pour moi, si il faut changer cette constitution pour le bien-être des citoyens congolais, je ne peux pas m'en empêcher. Gardi Diana, je ne peux pas m'en empêcher. Nous terminons par là. Donc vous êtes pour la démarche de la révision et même du changement, même si vous ne voulez pas personnaliser le débat. Non, mais je ne veux pas personnaliser. Sur le changement, en tout cas, moi, je préfère ne pas donner un avis. Je m'abstiens parce que je sais que cet argument-là prend beaucoup trop de connotations politiques. Je crois que la question de la révision, on serait tous d'accord que d'une manière ou d'une autre, il y a des choses qui méritent d'être changées. Et vous voudriez que cette commission que le chef de l'État a annoncée puisse être constituée de qui et de qui? La commission qui doit travailler sur la révision constitutionnelle. Vous savez, moi je pense qu'avant de mettre en place une commission, il ne faudra pas... Vous savez, la meilleure des actions, ou la plus efficace des actions, c'est la réflexion. Je ne pense pas qu'il faut mettre la charrue avant le bœuf. Ici, il faut commencer. Ceux qui ont émis les vœux de vouloir réviser ou changer la Constitution, commencez par mettre les arguments sur table. On veut modifier telle disposition pour le changer en telle disposition, pour telle raison. Ça permet d'alimenter le débat public et permettre à ce que quand la Commission apporte de l'expertise de manière directe que de considération d'autres politiques. Merci Gardi Diana, je rappelle que vous êtes analyste politique et économique. Merci également à Maître Joyce Mukengeshai, opérateur politique et consultant en droit. Merci pour votre contribution. Espérons vous retrouver dans...